On passe à la ferme de Sainte-Marthe avec Dominique Vallée. Alors, précisez-vous, comment vous faites pour innover dans votre secteur des semences potagères? Je crois qu'on est un peu à l'antithèse, puisqu'on n'est clairement pas sur la création variétale. En termes de végétal, l'innovation n'existe pas, puisqu'on fait au contraire de la maintenance, et c'est la maintenance de variétés anciennes qu'on va proposer aux jardiniers amateurs qui va nous permettre de nous développer, entre guillemets, et permettre de développer une gamme très diversifiée. Donc aujourd'hui, je dirais que l'innovation, elle est plus dans la diversification de notre offre. On va rechercher une gamme toujours plus large, donc on se sert beaucoup de l'ancien pour se projeter dans le futur, puisqu'on a la volonté, à la ferme de Sainte-Marthe, de sauvegarder le patrimoine qu'on peut avoir au niveau des semences potagères notamment, puisqu'on fait beaucoup de distribution qui nous sert, je dirais, à la production. Donc on fait appel à la fois des agriculteurs, enfin des maraîchers, mais aussi à des collectionneurs ou à des institutions comme l'ex-BRG. Alors Emmanuel, je n'ai toujours pas le nom, mais un jour ça viendra. La FRB. FRB. Très bien. C'est-à-dire Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Qui ont des belles collections. Enfin, je pense à Agrocampus avec la collection de carottes, évidemment. Donc on fait appel très régulièrement à ces institutions pour récupérer des souches et puis les mettre en culture, les observer et puis les proposer à terme à nos clients. Mais l'innovation est surtout dans l'observation, puisqu'on a un petit peu de retard sur d'autres pays, à la fois européens, ou je pense aux États-Unis évidemment en termes de sauvegarde, puisque ce sont des systèmes à deux vitesses où il y a les semenciers qui s'occupent de nourrir le monde, soi-disant, et puis ceux qui essayent de sauvegarder l'existant pour en faire profiter un maximum. Donc il y a quelques sociétés effectivement en France qui se mettent sur ce créneau-là, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir proposer une vraie diversité. Alors, le patrimoine, quand on regarde de près, on n'a qu'à pas mal oublier de ce qu'il y avait dans le patrimoine. Vous avez ramené des vieilles collections, mais il y a des choses que, quand on va sur votre site et sur votre catalogue, des produits dont on ne connaissait même pas l'existence. Je veux dire, en tout cas, le commun des mortels, peut-être les spécialistes comme vous, bien évidemment, vous les connaissez, mais même celui qui regarde à peu près, on découvre des plantes potagères dont on n'imaginait pas l'existence. En fait, on se rend compte qu'il y a quelques années, ou quelques dizaines d'années, parfois plus d'un siècle, parce qu'effectivement ces vieux ouvrages me servent beaucoup dans la recherche, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont été oubliées, d'espèces ou variétés, et l'innovation, si on peut parler d'innovation, à la ferme de Sainte-Marthe, c'est de s'assurer que justement on peut retrouver des végétaux, enfin je pense aux champignons qui n'en sont pas, donc c'est un mauvais exemple, mais les champignons de couche qui étaient énormément cultivés à l'époque à domicile, c'est un produit marketing entre guillemets qui fonctionne très bien aujourd'hui puisqu'on le revoit sur toutes les télés, et le do-it-yourself a quelque chose qui est plutôt en essor, sans doute en période de crise. On voit bien que le potager à faire soi-même fonctionne très bien en ce moment. Donc je pense que c'est à nous de proposer la diversité des espèces et des variétés qu'on pouvait avoir à l'époque. Alors précisément, si on regarde même cette tendance-là, c'est un facteur d'innovation qu'on va retrouver ailleurs, je crois aussi dans d'autres secteurs, ce que vous appelez le do-it-yourself, ce fait de s'accomplir, de se réaliser à travers un jardin, un micro-jardin et autres. Vous êtes dessus également, vous sentez qu'il y a une demande forte sur ce créneau-là? Oui, alors je pense qu'à la ferme, on est les premiers consommateurs de ce qu'on produit. Donc c'est l'avantage, et on est énormément dans ce qu'on appelle, malheureusement en anglais, le co-design, c'est-à-dire qu'on essaye de s'assurer, je dirais, l'échange avec des jardiniers amateurs ou des cuisiniers, enfin des chefs de grande cuisine. Je pense à Michel Brasse parce qu'il nous a contactés, il est client de la ferme de Sainte-Marthe depuis quelques années. Et ce sont des gens qui nous conseillent énormément justement sur l'utilisation de plantes, qu'elles soient, je dirais, sauvages à l'origine, ou cultivées et sélectionnées par l'homme depuis des générations. Alors, sauf erreur, il fait partie aussi des quelques restaurateurs, mais c'est un phénomène social qu'on observe actuellement, qui ont leur propre jardin et qui en font un argument de vente. Tout à fait. On pense à Alain Passard, mais il n'est pas le seul. Hein. Michel Brasse, c'est le cas aussi. Oui, alors donc, pour y avoir dîné dernièrement, j'ai eu la chance d'aller voir. Racontez-nous. J'ai profité de la commande pour aller le visiter.
Mais c'est vrai. Non, mais quand on voit son plat fétiche, qui est le gargouillou, qui contient 70 espèces végétales différentes dans l'assiette, et qu'on goûte parce que j'ai repéré une trentaine de choses qu'on avait à la ferme de Sainte-Marthe. Ah oui, quand même, vous avez pu les repérer. Ah oui, il y a des choses, justement, je pense à des choses qui reviennent à la mode. Je vois le mertensia, qui est la plante à goût d'huître. Ça fait 2 ans que les distributeurs nous en parlent, nous demandent si on peut en produire pour, je pense à la grande distribution dans le monde du jardin. Alors que c'est une plante vivace qui est cultivée depuis des générations. Et quand on la retrouve dans l'assiette de Michel Brasse, on se dit que ça a la place dans tous les jardins, surtout quand c'est vivace. Donc effectivement, c'est à nous d'être en veille systématiquement sur ces sujets-là, auprès des chefs, parce qu'ils ont des idées qui sont parfois pas mauvaises, et puis des jardiniers. Oui. On parlait de l'échange au niveau de la gestion des espaces dans les villes, des espaces verts. Je pense que cet échange-là nous permet d'être à l'affût et de répondre à une attente, très certainement, même si la priorité pour nous, c'est de créer la diversité. C'est comme ça qu'on répondra à un maximum de jardiniers, c'est-à-dire que on ne peut pas sauvegarder une variété sur laquelle on va vendre 20 sachets par an si on n'a pas une variété sur laquelle on va en vendre 1000. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est quand même de m'assurer de la pérennité de l'action de la ferme de Sainte-Marthe, évidemment, parce que si c'est une société qui vit que dans la mode du moment des légumes anciens, ça ne va pas fonctionner. Et donc, on doit s'assurer effectivement que la diversité correspond à une attente, et plus on diversifie nos activités, plus on a de chances de trouver l'équilibre au niveau de notre activité. Donc, c'est souvent ça ce qu'on dit dans nos activités d'aujourd'hui. C'est la diversité qui est source d'équilibre. Donc la diversité dans le catalogue, avec plus de 800 variétés aujourd'hui de potagères. S'il y en a une qu'on vend à 20 exemplaires, on va en vendre une autre à 1000, donc ça fait un équilibre au niveau financier. Et puis aussi nos activités, puisqu'on fait justement de la production sur certaines variétés et de la distribution sur d'autres, on fait du marketing pour essayer justement de mettre au goût du jour les variétés anciennes, notamment dans la grande distribution. Ça nous permet de sauvegarder des variétés qui ne seront pas ou peu vendues. Et en espèces, vous en avez combien en espèces, alors je compte rarement les florales parce que c'est les potagères qui nous intéressent le plus. On est autour d'une centaine d'espèces. Quelles sont juste pour illustrer, quelles sont les plus belles réussites en quelques mots, pas les plus belles, mais les quelques-unes réussites que vous avez dites finalement, vous avez remis au catalogue, vous avez remis, donc vous voyez peut-être même un potentiel de développement intéressant. Alors intéressant ou pas, marketing ou pas, parce que je pense toujours forcément à la stevia, parce que maintenant ça fait 5 ans qu'on la distribue. Alors ça a été mode, mais justement on a essayé d'être un petit peu avant. Internet nous sert beaucoup dans la découverte, je dirais, de ces petites pépites qui vont fonctionner. Parfois ça a un réel intérêt, parfois ça en a moins, donc c'est à nous de sentir ça aussi. Mais je pense à la stevia évidemment. Après on est plus sur des collections, notamment je pense à des collections d'autogammes, parce qu'on produit dans la vallée de l'Othion, on essaie d'être surtout sur des autogammes parce qu'on n'est pas le seul semencier dans ce coin-là. Donc c'est plus facile pour nous de s'assurer d'avoir les isolements en autogamme évidemment. Donc je pense aux collections de tomates. On ressort et on essaie de proposer une diversité intéressante. Parce que vous êtes producteur également, hein, oui. C'est pas simplement un distributeur. Là on va être producteur sur des variétés autogammes. Sur les allogammes on évite, c'est plus difficile. On va passer à M. Wagner. Juste dans votre secteur, comment ça innove? Vous êtes plutôt, un peu comme M. Lévy, vous êtes plutôt en observation et en accompagnement des innovations. Comment vous voyez le secteur avec lequel vous travaillez innover? Ça fait longtemps que je suis dans ce secteur. Enfin, j'étais sur le plan économique et gestion d'entreprise, et j'ai toujours eu d'énormes frustrations en tant que dirigeant d'entreprise, c'est de ne pas avoir le temps de regarder tout ce qui se passait. Et Dieu sait si en horticulture ornementale, l'étendue des variétés, on parle d'une ou deux variétés, ou pas beaucoup en kiwi, on parle en maraîchage, j'ai entendu des chiffres de 100, mais en horticulture ornementale, c'est des milliers. Et dans les milliers de variétés, si on prend simplement l'hydrangea, je peux vous dire qu'il y a encore des milliers d'espèces et de possibilités différentes. Comment vous faites pour trier ? Alors justement, c'est un peu à la fois l'avantage et l'inconvénient de l'innovation.
On a aussi 3 caractéristiques qu'il faut nommer pour faciliter l'innovation, enfin pour amener vers l'innovation. C'est que déjà la plupart des horticulteurs sont des entreprises familiales sur plusieurs générations. Et en général, les obtenteurs sont des obtenteurs de plusieurs générations. Donc il y a déjà un savoir-faire qui est très important. Par ailleurs, il y a en France notamment des structures d'expérimentation qui sont extrêmement performantes et qui font un travail d'enfer, qui n'est pas toujours valorisé et reconnu vu la quantité, si vous voulez, de variétés qu'il peut y avoir. Mais jusqu'à maintenant, on était végétal d'ornement, c'est-à-dire on qualifiait plus de végétal d'ornement. Or, de plus en plus, on est en train de quitter cette image de végétal d'ornement pour passer justement en transversal entre le parfum, entre le potager, entre l'ornement. Donc l'innovation se génère aussi maintenant beaucoup par fonction, c'est-à-dire les nouvelles fonctions qu'il peut y avoir et les nouvelles évolutions sociétales. C'est-à-dire que... Oui, illustrer les fonctions précisément. Alors justement, dans les fonctions, on a la fonction dans le plan potager qui est aussi fait en grande partie par les horticulteurs, ou qui a été commencé par les horticulteurs. Il y a des fonctions qui étaient uniquement des fonctions nutritives. Et puis, on voit maintenant des plantes qui commencent aussi à chercher à être nutritives et décoratives. Pourquoi? Parce que de plus en plus, elles arrivent en ville dans des petits espaces, c'est-à-dire les espaces dans lesquels sont cultivés les végétaux d'ornement deviennent de plus en plus petits. Parce que il y a eu une migration à une certaine époque de la ville vers la campagne, et on voit pour des raisons économiques une migration en sens inverse de la campagne vers la ville. Mais du coup, les gens emmènent aussi des envies, des idées, des souvenirs, et ils veulent retrouver dans leurs petits espaces des végétaux qui répondent à ces envies ou à ces souvenirs ou à ces goûts. Et on a donc, tout d'un coup, on voit arriver aussi une innovation par fonction. Je pense notamment aux petits fruitiers, c'est-à-dire que l'arbre fruitier était traditionnellement un fruitier dans la deuxième voire troisième partie du jardin. Or, on voit arriver le fruitier maintenant dans des coupes sur des balcons, et des fruitiers qui fleurissent et qui commencent à donner des fruits. Mais vous imaginez toute la recherche qu'il y a derrière tout ça pour arriver à sélectionner les variétés, à apprendre de nouvelles techniques culturales, et là les structures d'expérimentation aident beaucoup dans ce domaine-là aussi. Donc la fonction crée aussi l'innovation. Mais nous partons avec quelque part un avantage et un handicap, à savoir qu'on est sur un nombre de végétaux, je ne peux pas donner de chiffres, mais c'est énorme. Et donc vous n'avez pas peur de la miniaturisation je pense que la miniaturisation oui, apporte beaucoup de dynamisme à la recherche et à l'innovation. Dans des expositions et des salons, je vois arriver de plus en plus des légumes de balcon, pas seulement des fruitiers, mais des légumes de balcon. Il y a une autre chose aussi qui favorise l'innovation, on parle de l'innovation. On n'est pas sur les toits, comme on disait tout à l'heure. Alors justement, si on y vient, allez-y, montons. J'y viens, je monte dans la verticalité, c'est-à-dire depuis quelques années, on a commencé à travailler la verticalité. Et on a commencé à travailler aussi des surfaces qui n'étaient pas encore tellement travaillées, qui sont effectivement les toitures. Et là, de fait de croiser la discipline production végétale avec la discipline nouvel urbanisme, on voit que de plus en plus, les urbanistes, enfin, commencent à se poser la question en amont par rapport au végétal. Et là, il y a quand même des exemples qui nous viennent de l'autre côté de l'Atlantique, ils nous viennent déjà de l'histoire ancienne depuis très très longtemps, mais de l'autre côté de l'Atlantique, sur New York, on voit de plus en plus de toitures qui sont des supports de culture, voire même des supermarchés qui cultivent l'ensemble de la production sur le toit du supermarché en hydroponie, où l'ensemble de la production est vendu 15 ou 20 mètres plus bas, sur des surfaces de l'ordre de 3000 mètres carrés à peu près. Mais tout ça nécessite et des innovations de variété et des innovations de techniques culturelles, et quelquefois de l'imagination aussi,
pour arriver à mettre tout ça en C'est qu'en fait, c'est générateur d'innovation, y compris des innovations qu'on va retrouver dans le commun des mortels. C'est-à-dire que c'est des pratiques, des usages, même au début, c'est un projet un peu fou, on pourrait presque dire ça comme ça, mais qui finalement se traduit très concrètement par... C'était au début un projet un peu utopique, et puis oui. Il a eu le tort d'être mis en application beaucoup trop rapidement, aussi bien dans la végétalisation verticale d'ailleurs que dans la végétalisation de toiture. On n'a pas assez réfléchi, on est allé à fond, on n'a pas trouvé toujours les bonnes solutions techniques ou le bon accompagnement technique pour la réussite. Je pense à certains murs végétaux, je pense à certaines toitures végétales. Donc on a eu une descente de cette innovation, mais là, elle est en train de reprendre du regain d'une manière très intense, parce que là, on prend les choses par le bon bout. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'on s'intéresse au substrat, il faut qu'on s'intéresse à la nutrition, il faut qu'on s'intéresse à l'innovation variétale spécifique pour ces usages-là. Et là, il y a un champ d'application qui est immense, si vous voulez. Bon, la toiture végétale, on a commencé à mettre n'importe quel sédum un peu partout. Bon, on n'a pas tenu compte de l'exposition, on n'a pas tenu compte de la nutrition, on n'a pas tenu compte des substrats qu'on mettait en place. Et puis il n'y a pas que les sédums. Pour aller en toiture végétalisée, il y a des tas d'associations de végétaux possibles, si vous voulez. Donc là, il y a des champs d'application qui ouvrent des pistes d'innovation qui sont extrêmement intéressantes. La rose, par exemple. La rose, en étant produite, perdait son parfum. Bon. Le consommateur, lui, maintenant, veut une rose avec parfum. Donc on retrouve encore des recherches d'innovation qui vont réintégrer quelque chose qui a disparu. Pour augmenter la durée de tenue des fleurs, on lui a, je schématise, on a un peu enlevé le parfum. Voilà. Maintenant, on cherche la durée et le parfum. C'est un peu comme le goût dans les qu'on avait. C'est un peu la même chose avec dans les fruits ou les légumes. Le domaine est tellement vaste, si vous voulez, qu'il est difficile de parler de tout. Mais bon, depuis quelques années aussi, on voit la plante qui purifie quand même l'intérieur et des bureaux et des maisons, avec des polémiques sur est-ce que ça purifie vraiment ou pas. Bref, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que dans les expérimentations qu'on a faites sur ce domaine-là, peut-être qu'au niveau de la purification, on n'a pas apporté des preuves tout à fait tangibles. Par contre, on a découvert un champ d'application, c'est la diminution du stress au travail et au bureau, par exemple, par l'intermédiaire d'un espace correctement végétalisé. Bien-être dans certains hôpitaux. Du bien-être dans certains hôpitaux. Il y a des tas d'applications. Oui, donc on voit bien qu'il y a des... On voit bien qu'il y a des applications qui sont en train d'émerger, si vous voulez, auxquelles on n'avait même pas pensé. Donc vous voyez que ce que l'on appelle le végétal ornemental, à la base, est en train de devenir transverse et d'aller dans un peu toutes les disciplines. Alors on va passer au plan de santé, bien-être, et puis quoi, vous avez dit avant? Beauté. Et beauté. Comment j'ai pu oublier? Il y avait aussi la beauté derrière. Voilà. Beauté, forcément, puisque... Et vous n'avez pas dit parfum? Ah mais ça inclut tout ça, la santé, la beauté, le bien-être, effectivement, puisqu'on couvre des domaines qui vont de l'alimentaire à la cosmétique, en passant par les compléments alimentaires, la pharmacie, etc. Donc on a bien des parfums. Alors, comment vous voyez dans ce secteur? On est un peu comme dans là aussi un champ extrêmement ouvert. Je l'avais cité tout à l'heure en restitution de la table, en préalable à cette table ronde, restitution des ateliers. Un champ très diversifié, des possibilités d'innovation extraordinaires qu'on peut imaginer presque sans limite. Comment vous organisez comment ce secteur-là, plus exactement, s'organise pour innover, pour mettre en place sur le marché des matières actives, des produits, des plantes, etc. Comment ça se passe? C'est vrai que j'ai noté le terme de transversalité parce que je crois que c'est important. Et là, vous disiez à l'hôpital ou dans les bureaux, quand vous dites effectivement on réduit le stress, là on est à la fois dans la beauté et puis éventuellement dans la santé, puisque on peut très bien utiliser des huiles essentielles avec, on connaît le pouvoir de réduction du stress de l'huile essentielle de lavande par exemple. Alors comment on fait? Bon, on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, là je parle sous témoin, d'avoir une petite filière. Je ne devrais pas dire ça, mais elle est à la fois petite et à la fois complexe. On l'a vu pour ceux qui ont participé aux sessions sur les plantes médicinales. Si je dois résumer, je vais être un peu provocateur, mais si je dois résumer un peu l'innovation, en fait, pour nous, l'innovation, ça pourrait se résumer à dire il faut qu'on trouve un métabolite secondaire
et qu'on en prouve son activité. Donc, vous allez me dire, on s'éloigne un petit peu de la plante, là. Mais pas de ses effets, par contre. Mais, pardon? Mais pas de ses effets. Pas de ses effets, absolument. De son usage, le bénéfice. Absolument. Et donc, métabolites secondaires, activité, principe actif, on va dire, avec des effets positifs, des effets négatifs, ça va impliquer toute la chaîne, depuis, on l'a vu aussi ce matin et hier, depuis la sélection variétale, jusqu'à effectivement celui qui va en être le bénéficiaire. Donc à partir de là, on va travailler aussi bien l'itinéraire technique, on va travailler aussi, c'est une de nos problématiques, tout ce qui va tourner autour de l'extraction, parce qu'il va falloir, et il ne s'agit pas seulement d'avoir une plante, qu'elle soit belle, qu'elle ait un bon rendement hectare en termes de matière sèche, il faut aussi qu'on ait de la matière active. Et donc le processus même d'extraction va être en lui-même complexe. Donc tout ça, ça va obliger à des programmes de recherche et développement qui vont être assez conséquents et qui vont donc s'inscrire dans la durée. Alors évidemment, toute la partie innovation va devoir s'appuyer sur une veille importante. Alors c'est vrai qu'au niveau de la profession elle-même et puis au niveau de la structuration de la filière avec l'Institut technique des plantes médicinales, on a cette capacité à travailler, alors, au travers de l'Institut par exemple, sur 3 pôles en fait. Un premier qui est une veille systématique avec le centre de documentation qui va essayer d'observer. Vous disiez tout à l'heure, nous on regarde Internet. Alors on regarde, il n'y a pas qu'Internet, hein, on essaye de révéler aussi les signaux faibles au travers de la bibliographie, au travers des participations à des commissions diverses et variées. Denis Bello parlait ce matin de l'ISO, parlait de la pharmacopée. Donc tout ça, ça fait partie effectivement des éléments de veille. Il y a toute la partie bibliographique. L'Institut technique a aussi un système de veille prospective. Alors c'est quoi la veille prospective? Ça va permettre de travailler sur des associations plantes thématiques. On va dire par exemple... Quelques exemples, oui. Plantes et diabète, plantes du sommeil. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on voilà, pense que ça peut donner. On va chercher, vous lancez deux mots-clés sur la recherche bibliographique, et puis on va essayer de voir ce qui se passe. Et puis après, on va essayer de croiser tout ça. Est-ce qu'effectivement, il y a des laboratoires qui travaillent dessus ou pas? Est-ce que c'est acclimatable? On travaille pour nous aussi, je veux dire, on travaille pour avoir des productions françaises. Donc, là, vous croisez vraiment un matériel végétal et une attente sociale, une attente de consommateur, un bénéfice. Dans le cas du sommeil, c'est pouvoir bien dormir, ou en tout cas, et dans le cas du diabète, c'est prévenir des maladies. Ça, donc et vous regardez ce qui se passe. Prévenir ou guérir, pourquoi pas, puisqu'on a aussi ce volet pharmaceutique. Et puis il y a un troisième élément, je dirais, dans ce tripode, c'est ce qui va être le système d'enquête en fait, qui est réalisé auprès de l'ensemble des acteurs de la filière. Donc on est au plus proche du terrain. Quand je disais c'est à la fois une force et peut-être une faiblesse, mais on a la chance de pouvoir aller auprès de l'ensemble des acteurs de la filière pour leur poser la question, pour dire bon, et voilà, si on devait travailler sur un certain nombre de thèmes, qu'est-ce que vous faites? Donc là, on a un véritable outil prospectif qui va nous amener à de l'innovation. Donc on est, je dirais, en termes directs au sein de la filière et grâce à l'Institut sur un système plutôt proactif. Alors après, qu'est-ce qui va nous amener à l'innovation? On va avoir un certain nombre d'inducteurs. On l'a vu aussi dans les conférences. On a des inducteurs par contrainte. Alors, inducteur par contrainte, c'est quoi? On a une contrainte indirecte, là aussi, on en a parlé ce matin, en alimentation animale, par exemple. Il se trouve qu'on supprime les régulateurs de croissance, on supprime les antibiotiques. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le secteur des plantes de santé, beauté, bien-être, on va parler directement là, des plantes médicinales, peut apporter un bénéfice en alimentation animale? Donc là, on a un exemple concret. Qu'est-ce qui peut se passer? Et oui, on s'aperçoit qu'effectivement, dans le domaine des plantes à huile essentielle, par exemple, on peut les intégrer en alimentation animale. Il y a eu tout un programme de mis en place aussi sur, on en a parlé également dans les conférences, sur les plantes à saponine. Bon, les saponines, alors il y a plusieurs effets, on l'a vu, mais il y en a un par exemple qui peut être, alors là c'est pas une contrainte, mais c'est de se dire est-ce qu'on peut chez les bovins réduire
les gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre. Vous voyez, donc on a, bon, ensuite, on a, je dirais, des contraintes plus directes. C'est aussi, vous savez qu'on a des plantes de culture, mais on a aussi des plantes de cueillette. Il se peut, et des plantes de cueillette parfois très très loin de nos bases, qui vont être dans l'hémisphère sud ou ailleurs, et puis ces plantes se trouvent endémiques dans certaines zones particulières, et on va se retrouver avec une raréfaction de la source. Voilà, encore, là c'est un inducteur où il va falloir qu'on trouve soit une acclimatation possible. On en revient à l'exemple du kiwi, est-ce que finalement ça peut se faire chez nous, et puis comment, dans quelles conditions, ou est-ce qu'on a une plante de substitution a priori, puisque on peut peut-être trouver effectivement une molécule active qui permette de compenser. Donc, vous voyez, on a un certain nombre d'éléments de ce type-là, et puis on a aussi dans les contraintes directes aujourd'hui, et on en parlait également ce matin, tout ce qui va tourner autour des changements climatiques. Là, et de la protection des cultures, vous en parlez aussi. Tout ça. Alors, derrière, on a, voilà, dans les contraintes directes, on a aussi, et là ça fait l'objet actuellement d'un programme qui est en cours, il y a toujours eu une interrogation. Alors bon, je pense que dans la salle, tout le monde a entendu parler des différents purins, entre autres du purin d'ortie, avec tout ce que ça a traîné de discussion derrière. On ne va pas s'engager dans ce type de débat, mais de manière sous-jacente, en fait, la logique était plutôt, est-ce qu'on ne peut pas, dans les végétaux qui ont justement des molécules actives, est-ce qu'on ne peut pas trouver des éléments d'origine naturelle qui permettent d'entrer dans la logique de protection des cultures? Et donc là, s'engage un processus effectivement d'innovation long. On a démarré en 2005-2006, simplement pour une première approche, au travers duquel on regarde ce qui s'est passé. Alors l'intérêt, c'est qu'on a des écrits, on a tout ce qui va tourner autour de l'ethnopharmacologie, tout ce qui va tourner autour des usages anciens. Là, en l'occurrence, la protection des cultures, c'est quoi? Alors, on a les insectes, évidemment, on a les champignons, on a les bactéries, et on va s'interroger sur l'usage qui en est fait pour l'animal ou pour l'homme. Et puis à partir de là, on va essayer de croiser, de faire des prolongements, de regarder les possibles et de commencer à travailler sur les centaines de plantes disponibles par des croisements successifs à arriver à une espèce de premier screening. Et puis tout doucement, on va recéder cette opération d'innovation aux acteurs économiques pour aller plus loin. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le programme qui est lancé, qui a été labellisé par le pôle ici, Végépolis, et qui tourne autour effectivement de la protection des cultures, donc ce qu'on a appelé au départ produits naturels en protection des cultures. Je me posais la question par rapport au développement des cultures sur le balcon de toit urbain. Moi, je suis parisien, j'ai un petit bout de balcon avec une table. Si je passe mon éponge, même au bout de 3-4 jours, mon éponge elle est noire. Donc ça veut dire quoi? Simplement qu'on vit dans un air qui est pollué, avec un problème de fond à traiter, et du coup, est-ce qu'on ne va pas rencontrer là des freins énormes à ces innovations? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut détacher ces innovations qui sont précises et ponctuelles, je dirais, de problèmes de fond qui est celui de la pollution de l'air? On pourrait trouver d'autres exemples. J'ai une question qui concerne la partie plus la partie aménagement urbain. Pour savoir si, c'est un peu spécifique, mais pour savoir si les démarches de labellisation, comme par exemple le VIH Fleury, pour vous, dans la vie de votre ville, ça vous apporte des choses, soit en termes de dynamique de réseau ou de référentiel qualitatif, etc. C'était une question. Et sinon, j'ai une remarque plus globale, c'est qu'en fait, j'ai l'impression autour de la table que toutes les innovations qui ont été mises en avant et présentées, on est vraiment au départ, on est sur des innovations de produits, qui peuvent être techniques, technologiques, mais en fait, le point de départ, c'est toujours une attente sociétale, la dimension représentation, la question de représentation par rapport au végétal au sens large, c'est ça qui va aujourd'hui être moteur dans nos innovations. Vous parliez de la demande en fruitier dans les jardins, qui effectivement est aujourd'hui importante. Mais lorsqu'on va dans les jardineries, en fait, les variétés fruitières qui sont proposées ne sont en général pas du tout adaptées
à la surface des petits jardins, a fortiori des balcons, n'est-ce pas? Et donc, quelle est votre demande en quelque sorte en matière d'innovation, parce que c'est bien le thème de notre discussion, d'innovation pour satisfaire cette demande en matière de résistance aux maladies, parce que beaucoup de gens ont évidemment beaucoup de difficultés avec des variétés comme Golden ou Starking Delicious, n'est-ce pas, en pommes, et en volume, en fait, pour satisfaire ces petits jardiniers. Sur la question qui est posée par M. Billina sur le... Je l'ai dit en entrée, qu'il y avait effectivement... une contradiction entre finalement une capacité d'innovation importante, microsociale, et puis en face de ça, des limites qui sont que si on veut que cette innovation trouve sa place et transforme quelque chose, on va se heurter à des problèmes comme celui de la pollution. J'ai pris comme exemple, et on pourra en trouver d'autres. Alors, je pense qu'il y a des gens qui en sont les, non pas les dépositaires, mais qui en sont les promoteurs, qui sont là dans la salle, donc on peut leur demander de répondre. Et bien sûr, ceux d'entre vous qui, ici, pouvaient donner un complément, voire, oui, présentez-vous également, parce que vous... Bonjour, je m'appelle Nicolas Bell, et avec l'INRA, Christine Aubry, qui est ici présente, on a monté le projet de potager sur les toits d'AgroParisTech. Et pour la pollution, il faut vraiment se méfier de certaines perceptions. Par exemple, quand vous regardez avec votre éponge noire, vous dites c'est très pollué, mais toutes ces particules en fait qui volent, ce qui est dangereux par exemple dans ce cas-là, c'est surtout les métaux lourds. Et les métaux lourds en fait s'élèvent très peu en l'air. Ils alourdissent les particules, ils sont très denses. Et certaines études faites par l'INRA en périurbain au bord d'autoroute ont montré que ça allait pas très loin. Et on se souvient par exemple du miel de Paris, qui est au début, tous les gens s'en méfient, après ça s'est révélé être un des plus sains. Et en ce moment, les résultats qu'on a, en tout cas sur le toit d'AgroParisTech, ils montrent des teneurs en polluants qui sont très faibles, et avec des différences entre lavé et non lavé qui sont vraiment minimes, et qui montrent qu'en fait, même la pollution qu'on a, elle vient plus de notre substrat que de l'air. Donc effectivement, c'est une zone, c'est quelque chose qui a à investir plus loin. L'année prochaine, on va essayer d'installer des bacs à différentes hauteurs près du périph' pour se mettre au plus près des polluants et caractériser mieux ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt encourageant. La question quand même sur les... alors, innovation des lignes d'attente sociétale, je les ai sentis beaucoup, moi, mais peut-être pas assez. Quand on voit les habitants qui réagissent à Saintes, je pense que c'est des usagers, des habitants qui ont des attentes et qui vous les formulent sans doute. Donc, pour revenir sur votre question, la ville de Saintes bénéficie du label 4 fleurs au comité des villes et villages fleuris. Il a été renouvelé au mois de juillet l'année dernière. Avec l'élu référent des Espasiens, on a mis un point d'honneur à ne rien faire de particulier. L'herbe était toujours sur les trottoirs. C'était aussi un moyen, effectivement, vis-à-vis de la population, de dire, voyez, le mode de gestion qu'on a adopté, ça n'empêche pas la ville d'être belle et d'être reconnue telle qu'elle par le comité des villes et villages fleuris. On adhère aussi au label de Chartres-Tercel, qui est le label de Poitou-Charentes, alors qui est un peu le même principe que les villes et villages fleuris, sauf que c'est des petits papillons, des petites fleurs, et plus vous avez de papillons, plus vous êtes engagé dans la limitation de l'utilisation des pesticides. Vous en avez combien de papillons? Pour l'instant, on n'en a pas. Aïe. Sinon, j'aurais commencé par ça. Allez, rendez-vous dans 4 ans. Voilà, mais disons que, alors justement, c'est là où on retrouve la limite d'une ville moyenne avec des moyens limités. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai des gens qui seraient capables de mettre en place des plans écrits, construits pour qu'on puisse réclamer notre papillon. Dans la démarche, on est passé de 500 litres de désherbant, 500 litres purs de désherbant, enfin 700 donc, quand je suis arrivé, et là, l'année dernière, on en a mis 50. Ok. Voilà, donc les cimetières, en gros, il n'y a plus que les cimetières. Alors, c'est pas les... Donc c'est un indicateur, c'est pas les papillons, c'est comme un indicateur qui a valeur en soi. Quand même. Donc disons que le résultat est... Donc, disons qu'il y a une mise en réseau si on veut, mais c'est plutôt effectivement sur le bien-être. C'est aussi de dire aux gens, voilà, sans se substituer aux politiques, le politique a la mission de veiller au bien-être de sa population. Et nous, après, alors que ce soit avec Nature Environnement 17 qui va au-devant de la population ou avec des labels, on essaye de montrer à la population qu'on est sur la bonne voie et qu'on a besoin de soutien plutôt que de contradiction. Le kiwi, au-delà de mode de consommation, vous avez parlé, il y a des valeurs attribuées au kiwi qui sont les teneurs en vitamine C et autres. Est-ce que ça y contribue? Est-ce que c'est quelque chose qui
partie du paysage lié aux produits. Je suis Pas sûr. L'attente sociétale, c'est quelque chose d'assez complexe. D'abord, elle n'est pas unique. Chacun a plus ou moins des attentes qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, il faut arriver à catégoriser les différentes attentes pour arriver à cibler un peu mieux son action. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les consommateurs n'ont jamais attendu les kiwis. Je vous assure qu'avant que ça existe, ils étaient très bien aussi. Et depuis que les kiwis existent, est-ce que le consommateur est mieux? Peut-être, je l'espère, mais c'est à vérifier tout de même. Restez modeste là. Je pense que les attentes sociétales, on peut les susciter aussi. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. C'est stratégique d'offre. C'est un donnant-donnant, si vous voulez, dans le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est aussi force de proposition. Et quelque part, effectivement, le consommateur, nous proposons, le consommateur dispose. Il décide d'acheter ou pas. C'est son acte d'achat qui détermine sa décision. Et donc, on est très vigilant à appliquer toujours un peu de modestie dans nos discours et dans nos méthodes, parce que c'est quand même in fine le consommateur qui décidera si on a eu raison ou pas, une perception qu'on pouvait déterminer une attente ou pas une attente sur un sujet. C'est vrai qu'on surfe tout de même sur des attentes qui sont réelles, qui sont celles de consommer mieux, de consommer sain. Donc ça, c'est une réalité, c'est un fond d'attente sociétale très fort. Et les campagnes qui sont actuelles de consommer des fruits et légumes sont positives pour nous, c'est évident. L'autre élément de fond sur lequel on surfe également, entre autres les kiwis, c'est le fait aussi que nous soyons une culture très peu affectée par les parasites, et donc on n'a quasiment pas d'application phytosanitaire au demeurant en tant qu'espèce fruitière, ce qui nous avantage de manière assez conséquente par rapport à une exigence aujourd'hui, je dirais, c'est plus une attente, c'est une exigence d'ailleurs, qui est celle du produit sans traitement et sans résidus surtout. Et ça, c'est une chance qu'on a eue d'être sur une espèce fruitière qui correspondait à cette réalité. Et d'ailleurs, dans le choix du futur énergie, le mini kiwi, on a sélectionné aussi le fait qu'il soit possible de le faire parce que d'abord et avant tout, on était dans une culture qui ne nécessitait pas d'application phytosanitaire avec un très faible parasitisme. Donc c'était un des éléments de choix aussi là-dedans. Donc oui, il y a des fonds, je pense, d'attente sociétale qui sont importants, il faut savoir y répondre, mais après, on va susciter quand même la curiosité, on va chercher une envie, un acte plus d'impulsion qui fait que le produit plaît, ou plaît pas d'ailleurs. Mais non pas pour rebondir, mais juste pour préciser, c'est vrai que hier aussi, c'est Mohamed Nerji, donc, qui est sociologue, anthropologue en même temps à Audencia, qui disait que lui, il relativisait le végétal par rapport à l'animal. Et il disait qu'il y a quand même un boulevard qui est quelque part dessiné sur les produits de type végétaux, alimentaires là plus précisément, mais on voit que c'est pas qu'alimentaire par rapport au monde animal. Voilà, c'était un peu ça la précision. Dans le secteur là vous êtes en plus en bio, vous et le secteur domestique, puisque c'est les particuliers qui sont visés, dans les attentes qu'on peut imaginer en bio, on parle des attentes sociétales, ça bascule tout le temps entre l'environnement et la santé. C'est un coup c'est l'un qui passe devant, un coup c'est l'autre. Je dis en termes d'attente, de représentation, quel bénéfice, je remercie. Très clairement, aujourd'hui, on sent que la santé est un des premiers sujets, parce que en termes de production de semences, aujourd'hui sur les potagères, ça fonctionne fort en bio, enfin ça fonctionne bien, et les gens ne se posent pas la question trop de savoir pourquoi on fait en bio. Ça fonctionne. Vous avez une idée du part de marché justement en jardinage, la part du bio, on la connaît en grande culture, on sait que en grande culture, je veux dire dans culture. Je n'ai pas d'idée précise, par contre on n'est certainement pas au-delà des 5%. Enfin, donc ça reste modeste encore. Ça reste modeste, enfin, c'est évident que le développement... plus que ça. Mais notamment parce qu'en ornement, pour l'instant, le bio n'est pas quelque chose qui a pris beaucoup de part de marché. Alors qu'en potagère, c'est plus facile, parce que ça touche directement le bien-être. Et sur la production de semences florales aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui tracasse le consommateur, c'est-à-dire qu'on a beau lui expliquer que la production de semences bio, c'est aussi pour, je dirais, la préservation d'une terre saine, ça le concerne moins directement. C'est-à-dire qu'il va d'abord penser à sa santé et être moins concerné par il est prêt à traiter son rosier, quitte à bénéficier du parfum derrière. Donc, chacun ses contradictions, il faut bien gérer tout ça. Sans doute, mais en termes de consommation, c'est sûr que on sent bien que l'usage devient primordial.
dans le végétal. C'est-à-dire que l'usage final du végétal, quel qu'il soit, est important pour le consommateur. Donc aujourd'hui, on voit bien que en production de semences, pourquoi ça fonctionne notamment sur les variétés anciennes, c'est parce que justement, le particulier se remet à cultiver son potager. Alors qu'avant, les semenciers avaient un souci, c'était de répondre aux attentes de la grande distribution. Donc je dirais que maintenant, il y a deux vitesses. Il y a la production locale qui est très forte, avec les potagers dans les jardins, et puis la production assez directe avec les petits maraîchers qui font vraiment direct. Je voulais répondre à votre question. Juste en termes d'exemple, évidemment, de signaux faibles. Donc il est, vu l'étendue du nombre de variétés de fruits et les anciennetés de variétés de fruits, je vais vous dire que 99,99% ne sont pas adaptables à ce genre de culture. Mais quand on voit un signal faible et qu'on le voit grandir d'année en année, on se dit plus une correspondance à une attente sociétale, plus des grandes entreprises qui commencent à travailler l'obtention dans ce sens. Je pense notamment à la vigne, c'est-à-dire je vous parlais tout à l'heure de la conquête de la verticalité du côté du balcon. Et là, on voit aussi des recherches qui se font sur des variétés de vignes qui pourraient s'adapter aussi à ce genre de travail. Alors, effectivement, vous avez raison, il y a très très peu de variétés. Mais aussi, il y a une autre donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que le particulier qui va produire un petit fruitier, quand je dis un petit fruitier, c'est une coupe de la taille de la table sur lequel il y a un arbre comme ça. Il ne s'attend pas non plus, parce qu'il n'est quand même pas idiot, il ne s'attend pas non plus à avoir des belles de Boscope ou des poires de taille extraordinaire. Mini fruitier, mini fruit, quoi. C'est mini fruitier, mais si jamais il a 4 fruits, si vous voulez, qui sont mangeables, il a une fierté aussi forte que celui qui avait, vous savez, les gens travaillent beaucoup sur maintenant, les attentes sociétales sont vers je produis moi-même. Et ça, c'est simplement la preuve qu'il est très fort. Alors, la jardinerie n'a pas encore embrayé là-dedans, notamment en France, si vous voulez, on ne voit pas tellement ce genre de produit, mais là, je retourne la semaine prochaine sur IBM en Allemagne, et sur les salons, on voyait de temps en temps un stand. On voit maintenant 10 stands qui font ces productions avec des variétés qui se solidifient d'année en année, qui deviennent de plus en plus résistantes au stress hydrique, qui deviennent de plus en plus résistantes aux maladies. Mais je vous parle de, allez, on va dire 10 variétés, 10 ou 12 variétés. Alors vous voyez, vu le nombre de variétés de fruitiers qu'il peut y avoir. Mais ce signal faible est en train de se consolider. Qu'est-ce qui peut être dommage d'attente sociétale? Parce que la question de l'attente sociétale, c'est pas simplement d'écrire d'aujourd'hui, c'est aussi de les deviner, quelles sont celles qui sont émergentes, avec le risque toujours de se tromper, mais comment vous les cherchez à identifier, vous, de votre côté? L'attente sociétale, elle est de deux types. Et sur la partie, alors là, plantes santé, beauté, bien-être, on a les plantes médicinales, on va reprendre quand même le distinguo, avec une renaissance, entre guillemets, même si la législation n'autorise pas directement, mais de tout ce qui va tourner autour de l'herboristerie. C'est vrai que, vous savez qu'il y a quelques temps, très peu de temps maintenant, on a quand même eu une libération d'un certain nombre de plantes qui sont accessibles beaucoup plus directement, plantes dites médicinales. On a aussi une autre tendance qui est le bio. Donc ça, c'est important. Et ce bio s'étend. C'est-à-dire qu'on va aujourd'hui rechercher des molécules actives en cosmétique, par exemple, qui soient bio. Donc il va y avoir des formules de certification. Donc on a une attente de fond. Alors c'est vrai aussi, bon, y compris dans le jardin potager, quand on disait produits naturels en protection des cultures, on va avoir une attente aussi, on le voit, simplement quand on vous dit insecticide naturel. Qu'est-ce que c'est? Il y a des pyrétrines, ça fait déjà longtemps que ça dure, mais a priori, voilà, ça vient effectivement extrait de pyrète, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est bien dans cette attente-là. Après, je dirais sur les autres secteurs qui sont beaucoup plus industriels, qui sont le secteur de la pharmacie par exemple, on est quand même loin de l'attente sociétale. Là, on est effectivement dans la production de molécules actives qui vont soigner. Donc Nicolas Magnès, Végépolis. Donc justement sur l'aspect plante fonctionnelle,
justement, on vend l'usage, on vend plus le produit, donc ça va quand même impliquer un changement de la part des producteurs. C'est un nouveau modèle économique quand même pour les producteurs. Donc en fait, voilà, il y a tout un nouveau métier à créer quand même, et donc certainement aussi qui s'accompagnera d'un peu plus de marketing. Bon, déjà d'une part, et sur l'aspect un peu veille prospective aussi, quel est votre avis à l'ensemble, voilà, chacun d'entre vous, sur les plantes dites interactives ou intelligentes aussi? On parle de plus en plus, on sent que c'est une tendance de fond sur les produits alors du quotidien, l'électroménager intelligent avec le réfrigérateur qui dit il n'y a plus assez de lait, il n'y a plus assez d'œufs, etc. Est-ce qu'on peut imaginer demain une plante qui nous dise j'ai soif, j'ai faim, enfin mettez-moi de l'engrais, etc. Ou, donc la plante interactive, ça peut être aussi peut-être, ça me faisait penser à ça sur la ville de Saintes, une plante qui indique aux citoyens lambda quel effet a cette plante sur la biodiversité, sur la sauvegarde de l'environnement, etc. Et sur l'aspect plante intelligente aussi, est-ce qu'on peut imaginer demain une plante qui, dans une enseigne de jardinerie, va choisir son pot, son engrais, etc., va orienter le consommateur dans son acte d'achat. Ok. Plein pied dans l'histoire de la communication et de la médiation. Et effectivement, je parlais de l'association qui nous aide à travailler sur le plan de gestion, mais ils ont pratiquement 70% de leur activité, c'est la médiation, la rencontre de la population, les agents, les élus, les enfants, les écoles, les centres de loisirs, etc. Où on va sur le terrain, on fait des réunions de quartier sur le terrain avec la population et on identifie certaines plantes pour justement... sinon, malheureusement, pour l'instant, les plantes ne sont pas capables de nous dire... C'est surtout la notion d'indicateur, et je pense qu'on n'a pas attendu d'être en 2013 pour avoir ce type de plantes. Si mes souvenirs sont bons, on mettait toujours un rosier au bout des vignes pour qu'elle serve d'indicateur à l'apparition du milieu. Je crois que c'était simplement pour faire beau, moi. Je pensais que c'était pas que pour faire beau, c'était bien une plante indicatrice. Donc, est-ce que c'est une plante intelligente? En tout cas, on essayait de trouver une variété sensible. Tu parles aussi de plante intelligente dans le sens de l'utilisation des technologies. Oui, alors j'entends bien, on entend bien. On y vient. Sur les nouvelles technologies, je connais déjà au moins 3 à 4 applications qui se mettent soit dans les pots, soit dans le substrat, soit dans les plantes, et qui sont reliées sur l'iPhone ou sur Android. Et qui vous donnent à distance le degré d'hygrométrie de votre plante. Par curiosité, je me suis abonné, j'ai dit que j'avais un Ficus benjamina, et je suis inondé de petits messages toutes les semaines pour me dire que je dois pulvériser mon Ficus benjamina. Voilà. Donc, j'ai eu tort de faire ça, mais bon, il y a beaucoup d'applications, et surtout la technologie. Ce qu'il faut voir, c'est que la technologie fait des tels progrès dans ce domaine-là. Alors, on ne juge pas le bien ou le mal du progrès, hein, ça c'est toute une autre histoire. Mais par contre, oui, on est capable à distance d'informer sur une plante. Les technologies aussi de QR code, par exemple, ou d'étiquetage interactif vont pouvoir mettre une plante en développement, enfin montrer à un consommateur quelle va être la plante, et ça c'est important, qu'il aura dans 2, 3, 6 mois. Derrière cette question, une question intéressante sur le biomimétisme. On voit beaucoup de choses sortir. Un rapport du Conseil général du développement durable qui est sorti là-dessus récemment. Moi, j'ai eu la chance de lire un bouquin là-dessus. C'est assez révolutionnaire, hein, ça me semble. Il y a des pistes qu'on n'imagine pas aujourd'hui. On est là pour conclure. On va vous laisser conclure, madame. Et puis, on remercie peut-être tous les participants de la table ronde.